Et donc, nous passons à un autre prix spécial, donc celui qui a été qu'a reçu Mazen Haïdar, un prix pour une thèse en architecture dans notre belle université Paris Panthéon-Sorbonne, dirigée par Valérie Nègre sur la réception et les pratiques d'appropriation de l'immeuble résidentiel moderne à Beyrouth entre 1946 et 1990. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup au jury 2022, aux organisateurs. Merci beaucoup à Lionel qui a toujours été une personne solaire, même à travers les messages écrits. Donc, dans cette recherche, il s'agissait pour moi d'engager une réflexion sur la transformation constante du bâti dans la ville de Beyrouth, dont je suis originaire. C'est ainsi que j'ai décidé d'entamer cette recherche sur la vie des bâtiments à Beyrouth, sur le regard qu'on avait porté sur ce bâti et sur le contexte culturel qui a forgé ce regard. Donc, mon intérêt pour les qualités intrinsèques à l'architecture en tant qu'architecte du patrimoine se sont un tout petit peu déplacés pour s'intéresser davantage sur la vie de ces bâtiments et la place qu'occupent ces bâtiments dans le regard des habitants. Hop, il faut que je fasse là. Hop. Voilà, pour aller à la prochaine. C'est là. Très bien, merci beaucoup. Donc, mes activités qui ont précédé la thèse, donc avant 2017, m'avaient mené vers les premières interrogations, les premières questions, qui étaient comment l'architecture de la ville de la période de l'indépendance s'est inscrite dans le temps. Y aurait-il moyen, une deuxième question, y aurait-il moyen de raconter l'histoire de l'architecture de la ville autrement? Cette réflexion de départ a suscité un questionnement autour du contexte de la transformation, où le cycle de démolition et de reconstruction semble avoir caractérisé la ville de Beyrouth, et ce, indépendamment de l'épisode de la guerre de 1975. Ce qui me semble important à comprendre, c'est les origines des mutations du paysage urbain et leur impact sur comment on regarde l'architecture résidentielle. De manière parallèle, l'évolutivité de l'immeuble résidentiel moderne a enclenché une autre réflexion sur le pourquoi de ces changements et sur les origines de l'obsolescence assez rapide de l'architecture de la ville. Ce qui me semblait important ici à comprendre, c'est ce que l'on fait à l'espace domestique et à l'immeuble résidentiel. Il ne s'agissait pas de deux démarches très différentes, très séparées. Le lien entre les pratiques d'adaptation, ou même de démolition d'un côté, et celle du regard porté sur l'architecture de l'autre a été identifié dès le départ. L'un des premiers postulats de cette première hypothèse de recherche suggère d'ailleurs que l'analyse des modes d'appropriation et de réception de l'immeuble résidentiel constitue un prélude à la conservation de tout le patrimoine, et ce, y compris les phases antérieures à celle de la phase étudiée. Il s'agirait donc d'une clé de compréhension et de sensibilisation à froid, qui associe l'histoire de l'architecture de la ville, d'un côté, à l'échelle plus intime des dynamiques de son usage en vue de la protéger. L'introduction de la période de la guerre à la recherche m'a permis tout d'abord d'analyser l'évolution des pratiques d'appropriation, et ce non seulement à la grande échelle de la ville, mais également à l'échelle du bâti, d'un côté. Mais ce qui a motivé davantage ce choix, c'est l'apport historiographique que peut apporter ce nouveau chapitre, en analysant la guerre non pas comme une partie ou un ensemble monolithique, mais à travers plusieurs moments. Théoriser le regard des habitants sur l'architecture résidentielle a mobilisé dans cette recherche un nombre très varié de sources, dépouillées sur toute la période d'études ou sur des périodes de manière égale ou disparate. Parmi ces sources, je cite très rapidement trois catégories. La première, les hebdomadaires, les quotidiens nationaux en langue arabe ou française. Donc un corpus important pour cette recherche, mais qui constitue également un socle, une base de données pour les recherches futures sur le rapport aux espaces publics, d'autres aspects techniques et économiques de l'urbanisation de la ville, par exemple. Les œuvres littéraires et télévisuelles et radiophoniques, où le récit décrivant la nouveauté architecturale a été analysé spatialement.
Une autre source importante pour cette recherche a été la conduite de nombreux entretiens qui avaient trois objectifs: retracer les itinéraires de l'habité des Beyrouthins, même durant la guerre, reconstituer l'évolution des usages de l'espace intérieur et de manière indirecte essayer de reconstruire le regard porté vers cette architecture. Ce corpus a été complété par un travail de terrain mené dans 52 secteurs de la ville en documentant les relevés de l'habité, mais aussi en identifiant les transformations du bâti, comme la pratique très courante dans le cas de Beyrouth des surélévations, donc qui a été appréhendée, analysée comme une manifestation matérielle de la réception. Dans les résultats, la thèse a mis en lumière le fait que l'interaction des habitants de la ville avec la production architecturale était tributaire de nombreux paramètres qui dépassaient parfois les qualités esthétiques et spatiales de l'architecture. De par leur gabarit, leur nouveauté, le nouveau projet se plaçait comme des symboles d'ascension sociale pour tous les Libanais, indépendamment des prestations ou du confort qu'ils pouvaient assurer. Mais si d'un côté, un immeuble résidentiel pouvait incarner un mode de vie convoité, son attractivité s'inscrivait dans une période très courte, puisqu'il était rapidement détrôné par de nouveaux projets. Dans ce cadre-là, la thèse, la recherche a pu montrer comment l'activité de construction ultra dynamique de la ville de Beyrouth a suscité chez les Beyrouthins un engouement pour la transformation de leur espace de vie, en fragilisant également toutes les pratiques d'entretien. L'analyse des pratiques des habitants en temps de guerre a permis de comprendre comment l'autonomie de l'immeuble devient une condition primordiale, un choix important, pour pallier aux défaillances de l'infrastructure publique. Comme l'a montré l'enquête, les Beyrouthins favorisent jusqu'aujourd'hui dans leur pratique une gestion de type fragmentaire du bâti. Qu'en est-il des perspectives de la recherche? La complémentarité entre la vie du bâtiment et les perspectives de sa sauvegarde ont orienté la recherche vers la valeur d'usage de l'architecture dans le processus de sa patrimonialisation. En dépassant les limites géographiques dans cette recherche, je dirais que le travail pourrait constituer une base méthodologique pour l'analyse des pratiques d'usage de l'architecture résidentielle de manière générale, notamment dans le monde arabe. Au niveau local, cette recherche était un prélude pour l'adoption d'une approche pluridisciplinaire et interdisciplinaire dans la campagne de sensibilisation et d'identification du patrimoine moderne à Beyrouth et au Liban ou dans le monde arabe de manière générale. Merci beaucoup. Eh bien, je passe donc la parole à Alain Bourdin, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, pour ces éléments de discussion. Merci Sabine. J'ai lu cette thèse avec un immense plaisir. Je ne suis pas un spécialiste de Beyrouth, mais je connais. Je ne suis pas un spécialiste de la recherche sur Beyrouth et sur le Liban, mais j'en sais assez pour me faire quelques idées. Et j'ai d'abord été impressionné par ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire la documentation. Je veux dire, quand on est à Beyrouth, beaucoup de chercheurs, je vais faire un peu de la caricature, mais beaucoup de chercheurs travaillent sur les données des autres chercheurs, lesquels travaillent sur les données des bureaux d'études, lesquels travaillent sur les données des organisations internationales, ce qui fait que on est souvent très loin des données primaires. Alors c'est vrai en particulier dans des domaines sensibles, mais c'est vrai aussi un peu partout, et on voit combien c'est une ville où on risque de perdre des informations, on risque de perdre des données. Et du coup, un travail d'érudition qui peut-être dans d'autres contextes m'aurait moins intéressé, me paraît ici d'une importance majeure parce que c'est sauver des informations qu'on n'aurait plus, qu'on perdrait définitivement. Donc c'est la première chose qui m'a accroché, avec en plus le fait qu'il ne s'agissait pas seulement de trouver de la documentation sur place, mais aussi d'aller en chercher dans des collections privées jusqu'aux États-Unis, etc., etc. Donc là, il y a un travail fantastique qui, encore une fois, dans le contexte de Beyrouth, a une valeur particulière. Et je pense que c'est aussi une manière de s'interroger sur le rôle de la recherche. Il y a un moment où rassembler des données, c'est essentiel socialement. D'autres moments où c'est moins important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a aussi intéressé, il se trouve que je venais de lire beaucoup de choses en anglais
sur le processus de patrimonialisation, y compris la géographie critique quand elle se met à critiquer les questions de la patrimonialisation. Et dans le fond, j'ai été extrêmement heureux de trouver quelqu'un qui construisait sa démarche solidement avec une tradition francophone, avec la philosophie francophone, avec des choses comme ça. Et ça aussi, alors c'est vrai, c'est contextuel parce que j'étais un peu agacé par un certain nombre de travaux anglo-saxons qui, dans le fond, sont pas très compétents sur la question du patrimoine et cependant parlent bien fort. Mais au-delà de ce petit moment d'énervement, je crois que c'est très riche de se servir de la tradition intellectuelle française dans d'autres disciplines que l'architecture pour rendre compte d'une série de phénomènes. Ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point, et c'est peut-être la chose la plus intéressante à certains égards, c'est que en lisant cette thèse, je pensais toujours à un roman qui s'appelle le roman de Beyrouth. Et je trouvais qu'il y avait un dialogue entre ce qu'écrit Alexandre Najjar et ce que vous écrivez vous, c'est-à-dire ce que le roman nous dit d'un côté, le chercheur nous le dit d'une autre manière de l'autre côté, et ça se rencontre. Et ça donne tout d'un coup quelque chose qui est bien au-delà de votre modestie, si je puis me permettre, c'est que vous nous racontez l'histoire de la naissance d'une modernité beyrouthène. Comment s'est construit une modernité beyrouthène, et avec cette originalité qui est de ne pas partir seulement des travaux intellectuels, des romans, des pièces, des films, etc., mais de partir aussi de la construction de la modernité dans l'espace et dans l'espace de l'habitation. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est absolument fantastique et qu'il faudrait pouvoir reproduire d'une certaine manière. Et je dirais que de ce point de vue, un instant, je reviens au fait que je suis quand même chercheur en urbanisme, je dirais que de ce point de vue, bien sûr, il y a de formidables travaux sur la planification à Beyrouth. L'ennui, c'est qu'on parle de choses qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais. Et pendant ce temps-là, la ville de Beyrouth s'est faite elle-même, et ici, on nous raconte comment la ville de Beyrouth s'est faite. Comment elle s'est faite autour d'une idée de la modernité qui va au-delà de l'architecture. Et comment, alors mon seul regret, c'est que ça s'arrête en 90. Qu'est-ce qui se passe après 90 dans la fabrication peut-être d'une autre modernité beyrouthène, j'en sais rien. Donc voilà, je voudrais juste ajouter un point, parce que quand on travaille sur Beyrouth, c'est aussi quelque chose qui n'est pas sans importance. Il y a souvent des oublis dans les travaux sur Beyrouth. Les Palestiniens n'existent pas. Les Arméniens n'existent pas trop, etc., etc. C'est-à-dire qu'on amnésie un petit peu une partie de l'histoire de cette ville et du coup de l'histoire de son espace, de sa localisation. Là, c'est pas le cas. Là, tout le monde est là. Tout le monde est là. Et du coup, ça nous parle de Beyrouth dans le fond d'une façon qui est inhabituelle, parce que personne n'en parle comme ça, ou c'est très peu qu'on en parle comme ça. Et donc il y a aussi cette dimension-là qui je pense, est précieuse. Et puis pour terminer, j'en reviendrai à ce sur quoi vous avez insisté, c'est-à-dire tout le travail sur les usages. Il faut vraiment lire ça, comment on se réorganise, alors les histoires des WC à la turque, et pas à la turque, etc., mais aussi comment on réorganise son espace en fonction de la guerre et des tirs qu'on risque de recevoir, etc., etc., et comment se constitue tout un bricolage urbain qui est aussi tout à fait passionnant. Mais ça, vous l'avez dit, donc je vais m'arrêter là. Et merci infiniment, ce fut une lecture follement agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste réagir par rapport à la question des documents. Effectivement, nous sommes dans un contexte où la tradition documentaire n'est pas ancrée, n'est pas installée, et où chaque étape, chaque phase détruit la phase antérieure. Et tout le travail qu'on fait, effectivement, c'est un travail de sauvetage. On essaie de sauver des informations. Voilà, bon, je vais me limiter à ça, comme ça. Bien. Alors, nous arrivons à notre
troisième prix spécial, troisième pas par ordre de classement, troisième par ordre de présentation. Et donc c'est Sarah Cassery qui va nous parler de sa thèse en architecture, soutenue à l'Université Paris-Est sur la direction de Jean-Pierre Lévy et Abdallah Fari, qui s'intitule « L'architecture comme marqueur de risque au risque des temporalités urbaines ». Alors, oui, la machine infernale est là. Hop. Je voulais vous remercier pour ce prix. Je suis honorée et assez impressionnée, déjà par le nombre de jurys et par les personnalités qui ont pris le temps de lire et de discuter ma thèse. Je suis vraiment impressionnée, honorée. Et merci pour Lionel. Dieu sait qu'il a... Bref. Alors, ma thèse, elle est en architecture et intitulée « L'architecture comme marqueur de risque au risque des temporalités urbaines ». Et je prends un temps pour dire c'est une thèse en architecture qui partait d'un constat où j'étais enseignante d'atelier d'architecture, j'avais mon agence d'architecture, je pratiquais. Et en parallèle, j'ai fait une formation auprès des ingénieurs où pour la première fois, on m'a parlé des risques sismiques et d'une conception parasismique. Et en 2011, il y a eu la publication du rapport de la Banque mondiale qui disait que Tunis, je suis d'origine tunisienne, que c'est un rapport sur 5 villes de la rive sud du bassin méditerranéen vulnérables au changement climatique où il y a eu toute une série de risques, submersion marine, inondations, séismes. Et je me suis rendu compte que je construisais des projets qui ne répondaient pas du tout aux risques. Et du coup, je me suis posé une question existentielle. Pourquoi, ni dans ma formation, ni dans ma pratique, ni dans mon enseignement, je n'aborde cette thématique? Et je pensais que c'était une lacune tunisienne. Au bout de 6 ans de thèse, ce n'est pas du tout une lacune tunisienne, voire même... Voilà, elle est présente dans pas mal de territoires, dans les 4 coins du monde, avec des spécificités différentes dans chaque contexte. Et l'opportunité fait que j'enseigne à Paris dans un DSA, architecture risque majeur, et c'est une formation spécifique pour les architectes qui abordent différents risques. Et donc, ma thèse part du constat que le risque n'est pas pris en charge ou partiellement par les architectes et que les différentes approches sont vraiment technocentrées, basées sur des réponses techniques et qui n'intègrent pas les usages et les spécificités des contextes socio-culturels. Et donc l'objectif aussi, c'est de légitimer l'architecture dans le monde des risques, parce que les géographes, les sociologues, les anthropologues traitent des risques, mais pas les architectes. Et donc l'objectif était double, d'interroger le risque par le biais de l'architecture, mais à trouver une définition de l'architecture. Et j'ai eu l'opportunité d'être dirigée par un géographe. On a passé 3 ans à trouver un terrain d'entente de qu'est-ce que c'est que l'architecture, parce que pour les géographes, c'est une question d'échelle. Et donc finalement, trouver que l'architecture, c'est un processus de stabilisation d'une matérialité qui est habitée et signifiante, c'était salutaire pour ma thèse parce que ça m'a aidé à la faire discuter avec le risque qui est quelque chose d'abstrait en fait. Mais ce n'est pas évident de nous mettre d'accord sur cette définition et je le remercie, c'est Jean-Pierre Lévy. Et par la suite, d'interroger les pratiques architecturales qui vont être mises sous tension des risques. Le risque, c'est l'incertitude, c'est l'aléatoire, et donc de voir quel impact ça peut avoir sur nos pratiques architecturales en termes de normes, de responsabilités et de culture architecturale. Premier pas de côté, c'est une grande partie des travaux sur les risques passe par la catastrophe pour identifier le risque. Et donc l'architecture me permettait de désenclaver les recherches en tout cas mon approche sur les risques, en passant sur le temps lent. Et ça, c'est Fernand Braudel qui me le permettait avec les 3 temporalités et de travailler sur le temps du territoire en fait. Et donc d'éviter l'aveuglement de l'événementialité de la crise et de la catastrophe. Et donc, travailler sur le temps long des territoires me permettait de travailler sur l'hybridation de l'architecture. L'hybridation par technique, par usage et par oubli des savoirs de construction. Mon terrain d'étude principal, c'est Tunis, pour plusieurs raisons. Donc, Tunis, si je me replonge sur le temps lent, faisait partie, était une province de l'Empire ottoman. Et donc avec une forme de gouvernance spécifique. Le deuxième,
entre 1881 et 1956, c'est un protectorat français. Entre les deux guerres, elle était parmi les territoires bombardés et du coup le gouvernement français veut faire comme une première ville de relèvement et du coup ils vont appeler Bernard Zerfus pour faire, avec la charte d'Athènes et avec des jeunes architectes et urbanistes, pour la reconstruction de Tunis. Et le troisième, c'est après l'indépendance. Et donc j'ai essayé de suivre Tunis sur le temps long et de voir à travers les différents régimes de gouvernance, des pratiques, des modes de construction, comment à chaque fois les zones à risque glissaient et les zones à enjeu pareil. Donc au début c'était la Médina qui était une zone à enjeu. Par la suite, c'est la ville européenne construite par les ingénieurs des écoles des ponts et chaussées, avec la mouvance hygiéniste, sur une cuvette pleine d'alluvions. Le troisième, c'est plutôt la charte d'Athènes et ses jeunes architectes et urbanistes en tête de file Bernard Zerfus. Et du coup, ni la Médina ni la ville européenne étaient des zones à enjeu parce qu'ils avaient des vulnérabilités. Et finalement, aujourd'hui, c'est plutôt les quartiers informels à la marge de la ville qui sont les territoires à risque. En suivant trois typologies architecturales, une habitation de la Médina de Tunis, donc un mode avec une maison à patio, avec quelques indices d'une architecture parasismique que j'ai pu retrouver au Liban, à Saïda, mais aussi en Grèce, à Rhodes. Et donc à valeur d'usage, construite et conçue dès le début par valeur d'usage. Par la suite, un immeuble de rapport construit en 1920 et donc à valeur marchande parce que conçu pour être loué. Et le troisième, une habitation dans un quartier informel et donc construite par valeur d'usage de base mais en zone à risque. Et donc j'aime beaucoup l'image du vol de l'errant parce que c'est le mouvement en fait. Le mouvement ne reste pas. Et donc, ma posture, c'est de considérer l'architecture en mouvement et de voir dans son mouvement sur des siècles, par ses hybridations, comment elle peut être émanatrice de situations de risque ou elle peut des fois absorber les situations de risque. Et donc, enfin, comme peut-être deux moments de conclusion, l'architecture m'a permis de me positionner par rapport à comment on documente le risque, c'est d'avoir une démarche indicielle, un peu à la Sherlock Holmes, de voir un peu par indice les situations de risque, parce que le risque n'existe pas, c'est une probabilité, il n'est pas apparent, mais il peut s'incruster dans les dimensions de l'architecture. De construire un raisonnement par analogie. Je sais que certaines typologies architecturales existent à Rhodes, en Grèce, et que Grèce, c'est une zone active, il y a des tremblements de terre. Et du coup, on peut tester nos interventions sur l'architecture. Et du coup, on peut réfléchir par analogie, que ce soit au Liban, que ce soit en Tunisie, parce qu'ils n'ont pas vécu, on touche le bois, un séisme récent, et enfin d'inscrire notre savoir dans un savoir conjoncturel, conjoncture politique, mais surtout des conjonctures techniques de béton armé, d'informatique, et du coup d'inscrire notre savoir et notre technique et nos modes d'habiter dans ces conjonctures, et aussi des conjonctures politiques. Et enfin, penser l'architecture sur le prisme des risques, c'est croire à l'universel, à l'homme, mais aussi de penser, et surtout d'ailleurs, penser local en fait, d'être conscient des spécificités du contexte social et géographique, renouveler les pratiques architecturales parce que dorénavant, on va travailler dans un contexte d'incertitude lié aux innovations techniques, mais aussi au changement climatique. Et enfin, notre responsabilité en tant que sachant, parce qu'on est détenteur de savoir patrimonial énorme et des fois il y a des perditions de savoir dans notre manière d'aborder l'architecture. Merci beaucoup. Bien, donc je passe la parole à Chris Younes de l'ENSA Paris-La Villette et de l'École spéciale d'architecture. Merci. Eh bien, c'est un grand plaisir de vous rencontrer et de vous écouter. Votre thèse a été considérée comme des plus stimulantes. Et je partage tout à fait, vous écoutant, l'importance de mettre en lumière, comme vous l'avez fait, que l'architecture est un marqueur finalement au long cours du risque de la ville. Il y a cette idée que c'est un marqueur au long cours, puisque les choses finalement se sédimentent, il y a un palimpseste finalement architectural
et urbain qui est très très important. Enfin, je pense que justement en lisant votre thèse, ce qu'on découvre, c'est la façon dont finalement l'architecture va garder la trace du risque, va le rendre visible, va aussi finalement le traiter. Et donc c'est tout ce travail-là qui était vraiment, je pense, une approche extrêmement originale de réflexion. Alors 2 hypothèses ont été particulièrement poursuivies. Et c'est vrai qu'on a peu de temps, donc je vais essayer d'être très, très synthétique, mais ça aurait été intéressant de pouvoir en discuter. C'était dans quelle mesure cette architecture en mouvement dont vous parlez, elle est en même temps une archive, dans la mesure où elle matérialise les représentations. Donc cette idée de matérialiser les représentations, de les archiver d'une certaine manière, archiver le risque et les représentations du risque, je trouve que c'était extrêmement riche et intéressant dans votre travail. En tout cas, on était 4 lecteurs aussi, comme Karen Bowie le disait tout à l'heure, pour toutes les thèses. De telle sorte que ça peut amplifier, on voit très bien que telle ou telle représentation va amplifier ou au contraire atténuer les risques. Le deuxième point, la deuxième hypothèse que vous poursuivez, que vous démontrez, nous semble-t-il, c'est que l'architecture, finalement, c'est aussi un résultat de traduction, c'est un processus de traduction, finalement, du risque. Et finalement, même quand ce risque n'est pas apparemment très présent, omniprésent dans les représentations d'une société. C'était le cas de votre terrain d'étude et vous l'aviez aussi justifié en ce sens-là, parce que c'est ce travail sur cette longue durée. Alors, je ferai peut-être quelques remarques pour reprendre certains éléments. C'est voir dans quelle mesure ces investigations, elles ont finalement soutenu de manière extrêmement étayée la part du risque comme un construit social. C'est dit que le risque, c'est aussi un construit social. Et je pense que vous le mettez très très en évidence, versus un primat technique, dans lequel on est quand même aujourd'hui pour traiter la question du risque, qui est corrélé aussi, comme vous le mettez en évidence, à un oubli finalement contemporain des savoirs traditionnels de l'aléa. Cette idée que à la fois penser à la solution technique et à l'oubli des savoirs vernaculaires finalement liés à l'aléa, finalement toute cette rationalité de l'habitant et des habitants au fil du temps qui finalement se trouve effacée. Et donc vous mettez en évidence que cet oubli constitue un des facteurs de situation de risque. Et donc, d'une certaine manière, il y a toute cette importance qui me paraît absolument centrale aujourd'hui, où nous sommes dans une période où ces questions-là sont très présentes. Alors, il y a toute une mise en perspective historique des processus d'hybridation, comme vous l'avez mis, mais aussi de gestion territoriale des risques, la façon dont ils sont gérés de façon territoriale. Et alors, c'est très intéressant de voir quand on parle de la divination, la prudence, la prévoyance, la prévention, la précaution ou non. On voit se superposer finalement tout cet ethos, on pourrait dire, toute cette manière de se situer au monde, qui met en évidence comment ces manières de se situer, de faire, elles se succèdent, elles coexistent sur le même territoire, même si certaines prennent le pas sur d'autres. Alors vous l'avez bien repris, je pense qu'on a constaté aussi une grande rigueur méthodologique dans votre travail sur une enquête de terrain sur le centre ancien de Tunis, mais je trouve que ce qui était très riche, c'était quand vous avez pisté, parce que vous parliez d'indices, c'est vrai qu'il y avait une sorte de pistage du risque à travers ces couches finalement d'artefacts et de traitement des problèmes. Et finalement, en travaillant sur la ville traditionnelle, la ville européenne, la ville spontanée. Donc on voit très vite comment les choses se positionnent et comment vous avez élargi les considérations, notamment à d'autres territoires et au bassin méditerranéen. Vous l'avez juste un peu évoqué, mais c'est très très présent dans votre travail. Donc finalement, ce qui est mis en évidence, c'est la fécondité d'une production de connaissances situées, interdisciplinaires. Vraiment, Donna Haraway parle des connaissances situées. Je trouve que là, vraiment, c'est un exemple très précis de ces connaissances situées, interdisciplinaires, pour finalement affronter, et je dirais pour comprendre comment les sociétés, finalement, elles affrontent et elles gèrent les contextes, finalement, d'incertitude et de vulnérabilité qui sont présents au fil du temps. C'est un peu tous ces contextes-là qui sont là. Alors,
pour vous redonner la parole et en suivant la consigne sur des questions qui pourraient vous être posées. J'en avais personnellement deux, parce que j'aimerais que vous reveniez sur la question du risque, le choix de votre titre, qui est très très recherché, parce qu'une certaine manière, c'est une formule un peu magique qui reprend un peu tout. Et donc, en même temps, c'est une pensée du risque ou la question, une sémantique très différente des risques. C'est deux types de risques. Et c'est vrai que cette question sémantique, elle est essentielle, je pense partout. On sait qu'aujourd'hui, on se discute beaucoup cette notion de risque. Elle est remise en question, même s'il y a beaucoup de réglementations à ce propos. Mais parce que ça permettrait de voir l'entrelacement des échelles socio-spatiales et temporelles. Mais c'est aussi de revenir sur l'idée de discontinuité, parce que c'est quelque chose de très intéressant que vous avez mis en exergue de la thèse en disant, en reprenant une citation, le cœur du risque, c'est d'abord la discontinuité. Merci pour cette... Comment vous avez relu mon travail, c'est rafraîchissant et ça me permet de creuser d'autres pistes, en tout cas d'autres idées, de les reformuler différemment. Donc, vraiment merci. Pour revenir au titre, c'est de longues séances de discussion avec mon directeur de thèse, parce qu'il y avait deux idées. L'idée, la première, que le risque, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas, d'abstrait. Et donc, l'architecture va être comme le bleu de méthylène qui nous permet de détecter l'amidon, de le rendre visible en fait. Et donc parce que le risque, il va s'incruster dans les habités. Typiquement, cette salle peut ne pas être à risque parce que les évacuations de secours ne sont pas condamnées. Il suffit qu'on mette une chaise, on l'a changée par usage et du coup elle devient une situation à risque en fait. De comment le risque vient, on peut le détecter par des choses visibles à travers l'architecture. Et le deuxième, au risque des temporalités urbaines, c'est parce qu'en reprenant l'histoire longue, la gouvernance change, les pratiques changent, les normes changent, la matérialité change, la construction change, et du coup dans ces discontinuités, dans ce changement, il y a des déperditions de connaissances. Typiquement la modernité, elle a mis de côté complètement le champ du vernaculaire. On est en train de revenir, parce que juste pour rappel, la 4e priorité du cadre de Sendai, qui est le cadre de gestion des risques à l'UNDRR, à l'ONU, c'est Building Back Better, c'est reconstruire et faire mieux, à travers des solutions basées sur la nature, et donc à revenir sur des solutions vernaculaires. Et donc, c'est ce qui, la modernité a mis de côté le vernaculaire. Actuellement, par des problématiques écologiques et de changement climatique, on est en train de revenir au vernaculaire, en fait. Et parce que la modernité a démontré, dans une certaine mesure, sa limite avec le béton armé. Et donc, au risque des temporalités urbaines, c'est justement ces discontinuités et ces changements de régime, de gouvernance et de fabrique urbaine. Merci beaucoup. C'était passionnant.